J'ai flirté avec la mort et je suis passé à quelques centimètres 2 fois dans ma vie, parce que je suis tombé quand même 2 fois dans le coma. Aller au-delà des règles, aller au-delà des interdits, c'est ce qui m'animait déjà depuis tout petit. J'ai toujours eu cette passion de flirter avec la peur et de flirter avec la mort. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, je me suis battu pour un truc et je suis arrivé en haut de la montagne et ça me plaît pas du tout en fait. En tout cas, moi, ça me convenait plus et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter ce métier. Mon expérience à Koh Lanta, par exemple, m'a appris quelque chose de fantastique, c'est que finalement, avec rien, on peut vivre. Si la personne elle a l'instinct de vouloir se lancer dans un projet, quel qu'il soit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de doute. Le mot échec n'est qu'une perception finalement de ce qu'on veut croire ou imaginer. Moi, j'utilise la plupart du temps le mot expérience. Alors que souvent la vie ou la société ou la famille nous met beaucoup trop de contraintes pour finalement ne pas arriver à ce qu'on doit devenir ou ce pourquoi on est fait finalement. Ne laissez jamais personne lui mettre un frein à vos rêves. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous allez vous réveiller un matin et vous allez vous dire « je ne l'ai pas fait, maintenant c'est trop tard ». Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur B9 TV pour un nouvel épisode de One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nicolas Felger, un homme extraordinaire, un conférencier international, coach professionnel et ancien participant de la célèbre émission d'aventure Koh Lanta. Connu pour repousser les limites de l'extraordinaire, de la nage audacieuse, ayant déjà relié 3 continents à la nage sur les 5 dernières années, aux ascensions des sommets les plus hauts d'Europe et d'Afrique. Nicolas incarne le dépassement de soi. Véritablement, il est ici pour nous partager son histoire, son aventure entrepreneuriale, son concept révolutionnaire Change Experience et pour nous dévoiler comment chacun de nous peut atteindre le plein potentiel. Voilà, préparez-vous à être inspiré par un homme qui a fait de sa vie une aventure sans fin. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Massinissa, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je suis ravi de t'accueillir Nicolas parce que quand j'ai commencé à découvrir un peu tout ton parcours et tout ce que tu fais, on peut dire que inspiration, c'est un mot qui te... c'est un adjectif ou un mot qui te va bien. Est-ce que ça me va bien ? Je dirais que j'ai pour moi, pour plaisir, déjà d'être inspiré de manière générale par l'humain, par l'humanité, de manière globale. Je me fais inspirer autant par des confrères à moi, mais aussi par des gens qui, dans la vie de tous les jours, peuvent m'inspirer par leur résilience, leur capacité à dépasser leurs peurs, leur capacité à avoir plus de gratitude, plus de force par rapport à ce qui leur arrive dans leur vie de tous les jours. Et voilà, j'ai décidé il y a quelques années maintenant de faire ce métier-là, de pouvoir, moi, étant passionné par le fait de m'inspirer de gens qui me transcendent, qui me transforment, qui me changent en tant qu'être profond. Comment est-ce que moi je peux apporter ma pierre à l'édifice pour aider monsieur et madame tout le monde à faire la même chose ? Alors, on va commencer, si tu veux bien, dans cette émission. On travaille ça sur 3 phases. Donc, la première partie où on parle vraiment de la vie perso, de toi, de qui tu étais aussi dans ton enfance. Et puis, on va rentrer en profondeur sur ton aventure, qui est aussi une aventure entrepreneuriale. Bien sûr. Et puis, enfin, nous allons évoquer quelques conseils, quelques tips pour les personnes qui souhaitent entreprendre. Alors moi aujourd'hui j'ai 44 ans, j'ai la chance d'être papa de deux petites filles. Je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai fait toute ma carrière dans le sport de haut niveau et ensuite globalement dans le coaching, dans tout ce qui tournait autour de la psychologie du sport, psychologie cognitive, psychologie de l'enfant. J'ai eu la chance de grandir dans le milieu du théâtre, du spectacle, parce que mes grands-parents avaient un théâtre pendant plus de 40 ans. Donc, de toute façon, ma vocation était de faire ma vie sur scène. Ça, c'était presque, je dirais, au-delà de mon ADN, où déjà tout petit, j'ai eu la chance de pouvoir être d'abord sous les planches, et puis ensuite sur les planches pour aller à l'essentiel. Mais je savais que je voulais faire un métier
en tout cas sur scène, mais en même temps, pas nécessairement faire du théâtre ou du divertissement classique comme mes pères ont pu le faire ou des membres de ma famille, mais vraiment y apporter une dimension d'aide à la personne. Je ne savais pas de quelle manière, et c'est vrai que ce métier de conférencier est venu presque naturellement à moi, il y a maintenant une dizaine d'années, sur le fait d'associer ces trois éléments qui font ce que je suis finalement, c'est-à-dire la scène, le dépassement de soi par rapport au sport de haut niveau et tout ce que j'ai pu vivre sur ces dernières années, et ma passion pour l'humain. C'est ce métier-là qui réunit ces trois éléments forts. Voilà, j'ai la chance de beaucoup voyager et de me produire devant beaucoup de personnes à travers beaucoup d'entreprises à travers la planète. Très bien. Bon, ben, donc tu avais finalement on va dire ce côté spectacle depuis très très longtemps en fait, où tu as évolué finalement dans ce monde-là. Donc tu as dû voir beaucoup d'artistes passer et puis te former un peu sur le tas, derrière le rideau ou sous les planches, comme tu dis. Ouais, sous les planches d'abord, parce que ma grand-mère, elle était souffleuse, donc à l'époque, il n'y avait pas la technique qui existe aujourd'hui, hein, clairement. À l'époque, le comédien, quand il oubliait son texte, il se rapprochait un peu. Il y avait l'alcôve qui était en nez de scène, et puis la souffleuse ou le souffleur lui soufflait son texte quand il oubliait son texte. Donc moi, j'ai déjà connu ça. Et puis après, au début de mon adolescence, j'ai commencé à monter sur scène. Donc j'ai grandi dans tout cet environnement scénique, de mise en scène, de spectacle. Et je savais que de toute façon, le sens de ma vie, en tout cas une partie du sens de ma vie, était destiné à ça. Ouais. Et du coup, tes études ont été en relation avec le monde du spectacle ou pas du tout? Tu as eu des études classiques? Non, mes études n'étaient pas classiques non plus, mais étaient dans le monde du sport, parce que j'ai fait STAPS qui est l'université de sport en France. Mhm. Voilà, j'ai fait ma licence, mon master 1, mon master 2 sur plusieurs villes. De toute façon, si c'était pas la scène, c'était le sport, hein, c'était soit l'un, soit l'autre. Ta deuxième passion? C'est ça. Enfin, ma deuxième, je Ou sais ta pas si c'est première? la deuxième, mais en tout cas, c'est au même niveau, je dirais. Ouais. Et tout le challenge que moi j'ai eu en début de ma carrière, c'était de réussir à mettre tout au même niveau. Ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que réunir le sport, la scène et l'humain, c'était je dirais, comment dire, une équation pas si évidente à réaliser, de pouvoir tout mettre ensemble en même temps. Faire les trois, bien sûr, mais faire les trois dans une seule et même profession en même temps, c'était pas forcément évident dès le départ. Très bien. Donc tu as eu un parcours sportif de haut niveau, tu l'as dit, Mhm. donc en hockey sur glace. C'est ça. Euh, Tu as un goût, on peut dire, un peu démesuré pour l'extrême, les expériences extrêmes, notamment en traversant, comme je le disais, où tu as relié 5 continents, ou Trois. 3 continents, pardon, sur les cinq Mais on est en dernières années. route, on est en route pour relier les cinq Ah ouais. d'ici 2 à 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc, notamment le détroit de Gibraltar à la nage. Mhm. Dernièrement, tu m'as dit que tu avais fait la Turquie. J'ai relié l'Asie à l'Europe, ouais, via la Turquie jusqu'à la Grèce. Ouais, c'est ça. Voilà, Voilà. donc à la nage toujours. De quoi? À la nage toujours. La nage, ouais, ouais, tout à fait. Tu as grimpé au sommet du Toubkal à 4200 mètres. Tu as fait plusieurs ascensions. Ouais, c'est ça. Ben, les plus hauts sommets d'Afrique et d'Afrique du Nord et Ouais. les plus hauts sommets d'Europe, dont le Mont Blanc qui est le plus connu. On le Ouais. cite souvent parce que voilà, c'est le plus haut sommet d'Europe qui culmine à 4810 mètres. Oui, en effet, et je disais aussi au départ, tu as aussi participé à l'émission d'aventure koh qui est très connue C'est ça. en Tout à fait. France. Ouais, Tu aimes quand même beaucoup les challenges et les sports un peu d'extrême comme ça, ou les défis vraiment c'est ça. un peu incroyables. Mhm. Euh, D'où te vient cette passion pour le dépassement de soi? C'est pourquoi tu fais ça? Moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, alors c'est super, mais pourquoi il fait tout ça? C'est ça. C'est souvent une question qu'on me pose quand on commence à s'interroger sur le côté philosophique de la chose. Je vais pas reprendre les mots de Mike Horn qui dit c'est pour me sentir vivant, parce que ça devient un peu basique ou cliché de dire ça, hein. Bien sûr qu'il y a d'autres manières de se sentir vivant que d'aller nous mettre à 5 ou 6 000 mètres d'altitude ou traverser un océan à la nage. Euh, la réponse que j'ai peut-être qui est la plus authentique par rapport à ma personnalité, par rapport à mon ADN, c'est que j'ai toujours eu cette passion de flirter avec la peur et de flirter avec la mort.
Clairement, je me suis calmé il y a 10 ans maintenant, quand il y a eu la naissance, un peu moins de 10 ans, quand il y a eu la naissance de ma première fille. Mhm. Aujourd'hui, je réalise encore des ascensions, des aventures entre guillemets extrêmes pour le commun des mortels, mais c'est de plus en plus calculé quand même. C'est-à-dire que j'ai toujours cette envie, cette passion d'être sur cette espèce de fil rouge qui me, au-delà du fait de me sentir vivant, de par le métier que je fais, ça prouve aux personnes, et notamment aux personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, celles qui n'ont plus d'espoir, que finalement, quand on le souhaite vraiment, tout est possible. Et comme moi-même, je me mets dans des situations très difficiles, très compliquées, où j'ai flirté avec la mort et je suis passé à quelques centimètres 2 fois dans ma vie, parce que je suis tombé quand même 2 fois dans le coma, j'en ressors des outils, j'en ressors des tips pour savoir et pour expliquer à quel point, même dans des conditions extrêmes où on est soit dans un état de mort, soit dans un état où on est proche de la mort, on arrive, ou quand je dis mort, ça peut être aussi danger extrême, on a la capacité physique, mais surtout psychique, de nous dépasser, de sortir d'une zone de douleur, de sortir d'une zone de panique, de sortir d'une zone de stress, et finalement de nous réaligner pour continuer, avancer. Et ça va parler à monsieur et madame tout le monde finalement. Parce que tout le monde dans sa vie ne fait pas des ascensions de sommet à 6000 mètres d'altitude ou tout le monde ne traverse pas un océan à la nage. Par contre, dans notre vie, tout être humain est face à des difficultés, à des problématiques. Des problématiques où du jour au lendemain, on attrape un cancer, on devient handicapé, on divorce, on perd son job, on devient plus faible, plus vulnérable, et on se rend compte que des fois, la vulnérabilité ou la fragilité peut être une énorme opportunité d'apprentissage, de se développer, de changer, même de se transformer. Et c'est pour ça, finalement, que je continue moi-même à me challenger, pour continuer à découvrir encore plus de zones d'inconfort qui deviennent à certains moments donné des zones de magie. C'est quand même une grande prise de risque, surtout comme tu l'as dit, on a tous les deux des enfants. C'est vrai que moi, quand je prends mon vélo le matin, je me dis j'espère qu'il va rien m'arriver et j'espère que je vais pas tomber ou peut-être avoir un accident grave ou autre. Mais c'est vrai que toi, tu le fais et tu sais que tu vas prendre des risques incroyables, qui, parfois bien sûr qui sont heureusement maîtrisés parce que tu t'entraînes, je pense, pour ça, etc. Mais quand même, c'est une énorme prise de risque. Peut-être avec les enfants, du coup, avec x10 sur l'entraînement. Ouais, alors pas forcément x10 sur l'entraînement, mais en tout cas x10 sur la préparation de mes challenges et de mes défis, où globalement aujourd'hui, c'est souvent ma grande fille qui me dit, de toute façon, papa, l'Everest, tu le sors de ta tête, tu le feras pas. En tout cas, pas tant que moi je serai en vie. Parce que, voilà, elle s'intéresse à ce que fait son papa, elle s'intéresse à aujourd'hui la montagne, l'alpinisme, les risques que ça représente, etc. Je suis pas nécessairement convaincu que prendre son vélo et traverser Paris le matin, ce soit forcément moins risqué que faire une ascension de sommet quand celle-ci est calculée, elle est programmée, elle est entourée d'une équipe, qu'on sait où on va, dans quelles conditions, et est calculé et mesuré. Alors bien sûr, et c'est ça qui fait la magie, on ne peut pas tout calculer à 100%. Mais de manière globale, plus on avance dans notre carrière et plus on fait en sorte que quasiment tout soit calculé. Même si la météo est capricieuse et peut changer quasiment du jour au lendemain, surtout quand on est en pleine mer ou en pleine montagne. Mais malgré tout, on essaye au maximum d'optimiser les risques. Et on est équipé aussi pour ça. Aujourd'hui, on est quand même équipé avec du matériel de très haute qualité. Quand moi, je sais que je peux aller taper dedans, mais que je risque pas ma vie, je vais taper dedans pour aller me mettre dans une zone rouge, mais je vais plus aller au-delà de la zone rouge. Avant 30 ans, c'est ce que je faisais. Et que Dieu me garde, il a décidé de me garder ici sur cette planète. Mais quand ma première fille est arrivée, j'ai décidé de... Et j'avais fait la promesse d'ailleurs à ma femme en lui disant, je continuerai de pratiquer, d'aller dans mes passions et dans mes défis, sans laisser ma femme veuve et mes enfants orphelins. Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est une belle promesse, malgré que tu as encore des défis là, à réaliser. C'est ça. Donc, mais petit garçon, tu étais déjà comme ça? Ouais.
Petit garçon, c'est incroyable. On est 4 enfants. Je suis le seul garçon de la fratrie parce que j'ai 3 sœurs. Et 3 sœurs, sages comme des images, en tête de liste dans les classes d'école, très sages, à respecter les règles, à respecter les codes, à faire ses devoirs, à être dans la droiture, dans la justice. Et moi, ben, quasiment dès le départ, hein, j'étais un garçon pas méchant en soi, mais qui aimait sortir des codes, sortir des sentiers battus, toujours partir la nuit, faire des choses risquées, grimper sur des immeubles, sauter, aller au-delà des règles, aller au-delà des interdits. C'est ce qui m'animait déjà depuis tout petit, au grand désespoir et à la grande chance de mes parents, parce que du coup, ils ont une vie sympathique, déconnectée, originale, innovante. Mais avec quelques frayeurs, ouais, avec quelques frayeurs. J'ai fait beaucoup de passages à l'hôpital petit parce que je passais mon temps à me blesser, à me casser le bras, à m'ouvrir la tête en permanence. Le coma, c'était quand tu étais petit ou plus Non, grand? non, non, plus grand. Ouais. À cause de quoi? C'est quoi Bah, sur deux aventures différentes sur lesquelles j'ai pu aller, notamment en montagne, où j'ai pu aller dans des zones un peu extrêmes. Mais ça t'a pas mis un petit déclic pour te dire, là, c'est la limite, j'arrête? Alors c'est toujours pareil, hein, est-ce que quand un boxeur prend un coma, il s'arrête de boxer? Est-ce que quand un cycliste il fait une énorme chute et qu'il passe 3 mois à l'hôpital parce il s'est brisé la hanche et qu'il peut plus marcher pendant 2 mois, est-ce que pour autant il s'arrête de faire du cyclisme? Bon, c'est une grande question. J'ai eu forcément un choc, mais le choc entre guillemets négatif a été très court. Très rapidement, ce qui est sorti de ça, c'est la magie. C'est la magie de bah, je suis toujours en vie, je veux encore plus en profiter parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. C'est la magie de ne plus nécessairement avoir la peur du lendemain parce que quand on a flirté avec la mort ou quand on a goûté à ça, on se rend compte que finalement, bah, il n'y a plus nécessairement besoin d'avoir peur du lendemain. C'est-à-dire qu'on peut vivre. Mon expérience à Koh Lanta, par exemple, m'a appris quelque chose de fantastique, c'est que finalement, avec rien, on peut vivre. Alors bien entendu, il faut changer complètement tous ces codes, hein. Ces codes alimentaires, ces codes de vie, ces codes sociaux, ces codes de consommation, ces codes du rapport au matériel, à l'argent, etc. Mais en soi, j'ai vécu une expérience depuis 3 semaines où j'ai vécu sur une île déserte avec un short et une paire de baskets. Et en soi, il y avait des moments difficiles, mais il y avait des moments magiques aussi qui m'ont appris que si je mets de côté, bien entendu, la responsabilité que j'ai aujourd'hui en tant que père par rapport à mes enfants, si demain on me parachute à l'autre bout du monde sur une île déserte ou dans un endroit que je ne connais pas, je peux survivre et continuer à vivre en soi dans une dynamique complètement différente, mais c'est possible. Et le coma nous apporte aussi des prises de conscience par rapport à la fois à la fragilité, mais à la fois à la facilité de la vie finalement. On se met une tonne de contraintes, d'enjeux, de freins, de limites, qui finalement sont que des choses qui soit nous sont apportées par la société dans laquelle on vit, soit par nos familles, soit par notre entourage, soit par nous-mêmes pour une grosse partie. Je veux être ça, je veux être plus fort que ça, je veux être plus beau que ça, je veux être plus riche que ça, etc., etc. Et finalement, ça nous met des contraintes incroyables. Alors que plus on va vers des choses plus minimalistes, et plus on se rapproche du bonheur et d'une vie simple. On est d'accord. Et puis, je te disais, mais je pense que c'est aussi des personnalités. Après, je pense que toi, tu as aussi cette habitude-là. Moi, je suis tombé une fois dans les pommes. J'ai remis ma vie en question, tu vois. Et c'était pas du commun. On était T'as une loin de prise de là. sang? Non, pas du tout. J'ai perdu connaissance après. Enfin, c'était pendant le Covid. J'ai eu le Ok, Covid et ça m'a fait un truc. Donc, un bon, blackout. un petit blackout, mais quelques secondes. Mais c'est vrai que ça m'a. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, toi, vivre de coma, etc. Et finalement, ça te pousse encore à aller de l'avant. Je pense qu'il y a quand même en toi une personnalité et quelque chose de très fort qui te permet finalement de faire face à tout ça et de te relever. Alors déjà, moi j'ai la conviction, et la science l'a prouvé d'une certaine manière, que déjà génétiquement, je suis venu avec une espèce de flamme effectivement assez forte. Bah, déjà petit, je me laissais pas faire, je me laissais pas impressionner, je me laissais pas dire des choses. Donc avec ses avantages et ses inconvénients, quand on est jeune, hein, c'est compliqué d'avoir ce type de tempérament que j'ai dû apprendre à canaliser, à freiner avec les années.
Le sport de haut niveau, ma passion pour le sport m'a amené aussi cette espèce de combativité, cette détermination, surtout quand on fait du hockey sur glace. Le hockey sur glace, c'est pas du badminton ou du ping-pong. Même si j'ai beaucoup de respect pour mes confrères qui font du badminton ou du ping-pong, le hockey sur glace, c'est quand même un sport où globalement on prend des coups, c'est un sport assez violent. En parallèle, cette détermination m'a permis aussi de trouver finalement le sens de ma vie. Parce que pendant des années, j'étais dans le sport, j'étais dans des postes, dans des situations où j'étais pas à 100% à ma place. Et à chaque fois que j'y étais, on me disait, avant de me diriger vers sa carrière de conférencier, on me disait, mais ça y est, aujourd'hui, tu as atteint le Graal, tu dois être heureux de ce que tu as. C'est fantastique ce que tu fais et ce que tu as pu obtenir comme poste. Sauf que j'étais pas à ma place. Donc j'ai dû me battre pendant 10 ans, quelque part un peu contre les clichés, la société, les autres qui disaient mais tu as entre guillemets déjà un poste de rêve, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais au final, qu'est-ce que tu veux de plus, il est hyper important. C'est je veux trouver le sens de ma vie. Et le sens de ma vie, c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 10 ans maintenant. Si je m'étais pas battu comme un lion et par rapport à cette quête du sens de ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ferais pas de la conférence. Je serais dans une société très probablement bien payée, avec un beau poste et avec des relations sociales sympathiques, mais je n'aurais pas cette carrière que j'ai depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc tu m'as dit que tu vis désormais au Maroc. Tu as choisi de vivre dans ce pays qui est rempli d'histoire, qui est magnifique, qui est rempli de défis aussi. Et pourquoi tu as choisi de vivre dans ce pays? Est-ce que ça t'apporte quelque chose en particulier dans ta vie pro, perso? Alors, il y a beaucoup de choses par rapport au Maroc. Déjà, ce qu'on dit, c'est que le Maroc est un pays qui fait grandir l'âme. Donc, moi, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que c'est un pays encore où on prend aujourd'hui le temps, réellement le temps. Quand il y a des fêtes, on prend le temps de s'arrêter. En famille, on prend le temps de s'arrêter aussi. On prend le temps de s'aimer, de se parler, de rire. Dans les moments où on est avec globalement du monde, des gens, les gens prennent le temps de s'intéresser aux autres. C'est un pays où il y a une chaleur humaine absolument incroyable. Bien sûr, l'évolution, le business fait que forcément il y a des choses qui évoluent de plus en plus, mais je retrouve au Maroc ce que j'avais quand j'étais petit, où dans des instants de vie précis, dans des moments familiaux de vie précis, on prenait encore le temps. Ce que je trouve, pas que en France, mais qu'en Europe, de manière générale, on perd de plus en plus. C'est un pays où il y a 300 jours de soleil par année. Et puis, c'est devenu un melting pot je dirais, de culture et de nationalité. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des gens du monde entier qui y vivent, notamment en tout cas sur des grandes villes, comme Casablanca, Rabat, Marrakech, etc. On fait des rencontres extraordinaires. On a la possibilité d'avoir une facilité de déplacement aérien qui est assez incroyable. Aujourd'hui, moi, je monte dans l'avion en 3 heures ou en 2h45, je suis à Paris. Donc c'est un pays très riche, avec une histoire incroyable, une culture incroyable et avec surtout un terrain de jeu qui est absolument fantastique. Parce qu'au-delà de la France où j'ai la mer et la montagne, en plus au Maroc j'ai le désert, donc je fais quand même pas mal de séminaires, de retraites, d'expériences dans le désert aussi. Donc voilà, pour tous ces éléments-là qui sont variés, c'est un super beau terrain de jeu. Très bien. Bon, là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans ton histoire entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts? Tu as très tôt décidé d'être conférencier ou tu avais lancé d'autres business avant? Je l'ai pas nécessairement choisi à un moment donné où je me suis levé un matin et je me suis dit je vais être entrepreneur, mais encore une fois après c'était une question de génétique parce que de l'autre côté de la famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père étaient déjà entrepreneurs. Ah oui. Donc je savais que dans des secteurs d'activité complètement différents, mais ça remonte à mon arrière-grand-père, donc j'avais déjà la fibre à entreprendre et à essayer de mener ma barque par moi-même. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier point. Le deuxième, c'est que de par mon profil et mon caractère assez fort, mon tempérament assez fort, avec mes N+1, soit ça matchait très 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 bien, soit ça matchait pas du tout. Donc j'ai plus
eu d'expériences où ça matchait pas nécessairement super bien par rapport à ma volonté d'avancer, de proposer, de créer, d'être proactif, d'innover, etc. Par rapport à mes N+1. Il y en a eu avec certains avec lesquels j'ai eu une symbiose absolument extraordinaire, mais c'était plutôt rare. Ensuite, avant d'arriver conférencier, non, j'ai eu d'autres entreprises avant, plus dans le secteur du sport ou de l'événementiel, qui se sont globalement bien. Mes expériences étaient plutôt positives, à l'étranger essentiellement, pour chacune. Euh, mais encore chaque fois, il me manquait cette notion de scène et cette notion d'accompagnement dans l'humain qui ont fait que j'ai eu quelques expériences entrepreneuriales avant de monter entre guillemets la société finale qui m'a amené à ce métier-là. Et pourquoi ce besoin d'aider les gens? C'est un besoin en toi? C'est ma mission, c'est ma raison de vivre. Je sais pas si tu connais le principe du Ikigai, mais les gens les plus heureux de la planète sont ceux qui arrivent à s'aligner, à comprendre ce pourquoi ils sont faits. Et moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur ce point-là, sur finalement, mais c'était quoi ma mission de vie à moi? Je contribuais à quoi? Au-delà de faire des enfants, d'être marié et de contribuer à une économie locale ou circulaire ou autre, finalement, c'était quoi ma mission à moi? C'était quoi ma valeur ajoutée, en tout cas dans cette vie sur cette planète? J'ai toujours été comme ça, mais j'ai mis du temps à identifier et à analyser réellement, à mettre un mot réel dessus, que c'était l'aide à la personne. Et quand j'ai mis un mot dessus, même là, j'ai pas réussi à identifier à 100%. Est-ce que je voulais être docteur? Est-ce que je voulais être pompier? Est-ce que je voulais être kinésithérapeute? Est-ce que je voulais être psychologue? Est-ce que je voulais être conférencier? C'est en creusant et en faisant des pratiques, des exercices, de l'introversion, du brainstorming, que finalement je suis arrivé à ce métier-là, mais en tout cas aider les autres. Ouais. D'accord. Et d'où t'es venue alors cette idée de monter Change Experience? C'est à travers... parce que finalement là, tu lis le fait d'aider les gens avec l'aspect business ou l'aspect... c'est quoi ton... Quand je me suis formé en tant que coach, mon mentor, très rapidement, au bout d'un an, un an et demi, m'a très rapidement inspiré par le fait que des coachs aujourd'hui, il y en a des... S'il n'y en a pas des centaines, il y en a des milliers. S'il n'y en a pas des milliers, il y en a des millions, presque, dans le monde en tout cas, à trouver ma singularité. Voilà. Finalement, si tu fais cette formation, c'est que tu veux aider les autres, tu veux accompagner, à aider les gens à être meilleurs, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à les aider à dépasser leurs barrières, leurs freins, leurs problématiques. C'est quoi ta spécificité à toi? C'est quoi ta singularité? Et très rapidement, ma réponse a été de pouvoir les aider, mais à travers une expérience scénique. Donc, c'est là-dedans que j'ai commencé à creuser. Et j'ai dû presque réapprendre mon métier pour apprendre à coacher les gens sur scène. Alors, on ne travaille pas sur la même profondeur et pas à la même étape. Mais apprendre au-delà d'inspirer et de créer de la prise de conscience, comment réussir à transformer une personne pour qu'elle prenne conscience qu'elle est capable de faire telle ou telle chose dans sa vie en l'espace de quelques minutes. Voilà. Pour ce projet, est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent? Aujourd'hui, déjà j'ai ma femme qui travaille avec moi depuis quelques années maintenant, qui est ma plus fidèle collaboratrice. Il y a intérêt parce que s'il y a un côté qui crache, il y a l'autre qui crache avec. Et puis j'ai 2 personnes à temps plein, et puis j'ai d'autres personnes. On travaille beaucoup aussi avec des freelances ou des gens qui sont avec nous en ce qu'on appelle en part-time, en fonction de leur spécificité, de leur expertise. Mais aujourd'hui, on collabore avec beaucoup de monde. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, sur l'aspect business pur, qui sont tes clients? Qu'est-ce que tu leur vends concrètement? Alors, qui sont mes clients? Moi, je fais 99% de B2B, donc c'est les entreprises. Pas que les entreprises, mais à 90% les entreprises. Et les autres pourcentages qui restent pour arriver jusqu'à quasiment 99%, c'est, par exemple, ça peut être la CCI, ça peut être le CJD, ça peut être des organismes comme le BNI, les clubs protéines, les clubs d'affaires de manière générale.
les villes, les mairies, les hôpitaux. Là, prochainement, je vais encore donner une conférence dans un CHU. C'est soit des entreprises, soit des organismes, soit des associations qui cherchent à inspirer, motiver, développer leurs collaborateurs lors de leurs réunions d'affaires. Donc quand je dis réunions d'affaires, dans 95% du temps, c'est soit les séminaires, les conventions. Ça peut être du team building, où il y a des moments aussi où les gens sont posés. Mais en tout cas, c'est du séminaire ou c'est de la convention interne. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on leur vend? Eh ben, ce qu'on leur vend avec notre prestation. Aujourd'hui, ça y est, maintenant on peut dire que ça se démocratise. En France, les entreprises, quand elles font un séminaire ou une convention interne, allez, je vais essayer d'être le plus objectif possible, dans 2 tiers des cas à peu près, les entreprises françaises aujourd'hui font appel à des conférenciers. Notre particularité à nous, elle est posée, je dirais, elle est orchestrée sur 2 choses. La première, c'est la partie spectaculaire. Et la deuxième, c'est la partie interactivité. C'est-à-dire que dans mon spectacle, je fais intervenir des gens en live sur scène. Au lieu de donner une conférence plutôt classique et descendante, je te donne n'importe quel exemple, vous voulez avoir confiance en vous, grand 1 faites ça, grand 2 faites ça, grand 3 faites ça, et après débrouille-toi avec ça. Ben moi, je ne fais pas grand 1, grand 2, grand 3. Je fais monter les gens sur scène et je les mets face à une situation difficile, compliquée, périlleuse, dangereuse pour les gens, même si tout est 100% maîtrisé, mais en tout cas complexe, si j'enlève le mot dangereuse, mais en tout cas complexe. Et je fais prendre conscience à la personne que la solution de la confiance ou la solution de l'estime d'elle-même ou la solution d'aller se dépasser pour y arriver, elle est en elle-même, mais j'ai pas besoin de lui expliquer grand 1, grand 2, grand 3, comment est-ce que tu dois faire pour le faire. Et sur ça, il y a une préparation en amont parce que j'ai vu que tu mettais les gens face à leur peur ou à leur phobie, etc. Est-ce que tu prépares en amont avec les équipes des entreprises ou bien tu arrives sur scène et tu poses la question aux gens pour... Je prépare rien en amont, c'est ça qui fait la magie du spectacle. Il n'y a rien, absolument rien qui est préparé. Bien sûr, le show, il est millimétré à la virgule près du début jusqu'à la fin. Mais par rapport aux collaborateurs qui sont dans la salle, il n'y a absolument aucune préparation. Et c'est ça qui fait toute la magie. C'est que je vais poser pendant le spectacle un certain nombre de questions à entonnoir. Et à la fin, dans la salle, il y a un pourcentage du public qui va lever la main, qui va se sentir à la fois concerné, qui vont avoir l'envie de monter sur scène, vivre une expérience. Jusqu'au moment où ils montent sur scène, ils ne savent pas ce qu'ils vont vivre. Et quand ils sont sur scène et que l'expérience commence, ils découvrent ce qui va se passer pour eux. D'accord, ok. Et tu as des fois on va dire des retours de des anciennes personnes que tu as fait monter sur scène ou autres qui t'ont dit voilà, que ça a changé peut-être leur vie ou quelque chose comme ça, ou tu as eu des retours comme ça, des feedbacks après? Ouais, on en a, tout en mettant un ego de côté, on en a beaucoup, ouais. On en a beaucoup. À la fin du spectacle, je donne à tous les participants un bracelet. Et le bracelet, il représente, je ne peux pas te faire tout le fil rouge du spectacle maintenant, mais globalement, il représente en quelques mots l'objectif qu'ils se sont fixés pendant le spectacle. Et le bracelet, il va venir symboliser cet objectif qu'ils veulent atteindre dans leur vie. Ça peut être un objectif, ça peut être un rêve, ça peut être un changement, ça peut être une transformation qu'ils veulent réaliser. Et je leur dis à la fin, lorsque vous aurez atteint votre objectif, ou vous aurez réalisé votre rêve ou ce changement que vous voulez faire dans votre vie, soit vous le coupez, soit vous le donnez à quelqu'un qui est important pour vous dans votre vie. Un proche, votre femme, votre frère, votre meilleur ami, votre cousin, votre grand-père, Et donc, j'ai souvent des photos de gens en vidéo ou en photo qui coupent leur bracelet ou qui le donnent à quelqu'un et qui m'expliquent c'était quoi leur rêve. Et on a des choses assez incroyables, des choses qui sont merveilleuses, qui donnent du sens à ma mission de conférencier aujourd'hui. Il y a des gens qui sont partis vivre à l'autre bout du monde, il y a des gens qui ont monté un restaurant pareil à l'autre bout du monde, il y a des gens qui ont quitté leur mari ou leur femme, il y a des gens qui ont fait un 3e ou un 2e bébé, il y a des gens qui ont quitté leur poste, il y a des gens qui ont complètement changé de vie, il y a des gens qui ont eu le courage de s'excuser devant un de leurs parents avec lequel ils étaient en froid depuis plus de 15 ans et qui ont eu le courage de baisser leur ego, d'aller s'excuser et de se réconcilier avec leur mère ou leur propre père. Enfin, on a des histoires de vie assez fantastiques, ouais. Bien. Pro et perso, c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas que du pro, ça peut être du perso sur des choses importantes qui amènent du sens à leur vie. Et puis pour toi, c'est une forme aussi de reconnaissance du travail que tu fais. C'est ça, c'est certain.
c'est certain. Concrète. Tu as un retour concret, voilà, des réalisations. Mm. Est-ce que à un moment donné, tu as eu besoin de lever des fonds, par exemple, ou de chercher, on va dire, des investisseurs externes dans tes boîtes pour t'aider à monter ton spectacle, ton projet? Non, pour l'instant, je n'en ai toujours pas eu besoin. J'ai pas besoin d'investisseurs ni de levée de fonds pour le moment. Après, on est sur des beaux projets là sur 2024, mais surtout 2025, 2026. Peut-être que ce sera à l'heure du jour à ce moment-là, mais c'est pas sûr non plus. J'ai toujours eu cette stratégie, cette volonté de peut-être en faire un peu moins, mais être complètement autonome et être le seul sur le volant du camion et être complètement capitaine à bord. Donc, pour l'instant, pas de fonds d'investissement ou pas d'investisseurs spécifiques sur les projets qu'on a, parce que j'arrive à les autofinancer pour l'instant. D'accord. Même les productions de spectacles. En tout cas, en entreprise, en B2B. Le projet qu'on avait déjà Covid, mais qui s'est forcément arrêté parce que pendant 2 ans, il n'y a quasiment plus aucune représentation grand public avec des espaces ouverts au grand public sur du payant, c'était de lancer ce spectacle grand public. Voilà, on reprend la dynamique de lancement pour 2024-2025. Là, peut-être, ce sera le cas, et je suis même pas convaincu. Parce que l'idée, ce serait peut-être plus de trouver le bon producteur qu'il faut. Pour l'instant, on n'arrive toujours pas à le trouver, mais le producteur ou le diffuseur qui serait intéressé à diffuser ça sur le grand public. Voilà. D'accord. Donc là, du coup, on arrive à une étape importante qui dit entrepreneuriat, dit aussi défi, échec, obstacle. Est-ce que tu peux nous raconter quelles sont et nous dire un peu quelles sont les difficultés majeures que tu as eu à vivre, les échecs éventuellement que tu as vécu aussi, et les leçons que tu as appris Alors, je n'utiliserai pas le mot échec parce que dans ma conférence, j'enseigne le fait que le mot échec n'est qu'une perception finalement de ce qu'on veut croire ou imaginer. Moi, j'utilise la plupart du temps le mot expérience parce que sans ça, on n'arrive pas à apprendre, à évoluer. Pour moi, le parcours d'un entrepreneur, il est fait d'expériences et c'est par nos expériences entre guillemets négatives, difficiles ou douloureuses que selon moi, on apprend le plus. C'est pas par la facilité ou par le fait d'avoir réussi qu'on apprend, parce que si, par définition, on a réussi, c'est qu'on sait le faire. Par contre, dès qu'on est face à un obstacle, face à un frein ou face à un genou à terre, c'est là finalement qu'on arrive à se dépasser, à évoluer, si on décide de nous relever. J'ai envie de te dire que le plus gros obstacle auquel j'ai dû faire face, à partir du moment où j'ai été entrepreneur, c'est que il y a peu de personnes qui croyaient à mon concept au départ. Dès le départ, c'était « mais je comprends pas, c'est une conférence, c'est un spectacle, tu fais rire les gens, tu fais de la magie, tu chantes, et à contrario, tu es conférencier, mais je comprends pas, tu es conférencier ou tu fais du spectacle ?» Et ça, je l'ai beaucoup eu au départ. Et quand j'ai eu besoin de faire mes premiers pas pour argumenter auprès de mes acheteurs, qui sont la plupart du temps soit les DG, soit les DRH, soit les DIRCOM, réussir à les convaincre qu'ils devaient acheter ma prestation, c'était très compliqué au départ. Soit, comme ça n'existe pas, et je suis d'ailleurs un des seuls en Europe à faire ça, soit, comme on sait, les choses qu'on ne connaît pas, on en a peur. Ça, c'est un réflexe humain, naturel. Donc, je ne vais pas prendre le risque de te mettre devant 500 personnes de mes équipes au risque que ça se passe mal ou que ça crache, parce que j'ai pas envie de passer pour un guignol ou pour un mauvais. Ou alors c'était, en fait, c'est trop tôt. Ta prestation, soit elle n'est pas encore aboutie, soit le marché dans lequel tu viens là, c'est trop tôt. Mature. Demain, si tu vas aux États-Unis, ça marchera. Mais en France, au Maroc, au Sénégal, en Suisse, en Belgique, t'as presque 20 ans d'avance. Ce que tu fais, c'est trop show-off. Et il a fallu que je me batte comme un lion enragé sur les 18 premiers mois, voire les 2 premières années, pour gagner la confiance de mes clients, et que j'avais déjà en tant que formateur ou en tant que coach, pour leur dire, OK, vous m'avez fait confiance sur de la formation, vous m'avez fait confiance sur du coaching individuel ou du coaching d'équipe. Faites-moi confiance sur ce nouveau format et vous allez voir à quel point ma pertinence, mon expertise va être aussi mise en avant d'une manière différente. Au lieu d'accompagner une personne en one-to-one ou être dans une salle de 5, 10 ou 15 personnes, je vais être face à l'ensemble de vos équipes.
Donc ça, c'est ces débuts-là, finalement, le fait de pouvoir convaincre les premiers clients pour ce nouveau format qui était une des plus grandes difficultés, finalement, à franchir au départ. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne connaissait pas. C'est ça. Faire ma place sur un format qui n'existait pas. Et j'ai envie de te dire que je suis confronté exactement aux mêmes problématiques depuis maintenant. On avait commencé un peu avant Covid à lancer le projet du spectacle grand public. Il y avait eu quelques belles touches. Ça s'est arrêté violemment avec le Covid parce que pendant 2 ans, tous les métiers de la conférence, du spectacle, de l'artistique, tout s'est arrêté pendant quasiment 2 ans. Et depuis que ça a repris, chaque fois que je lance une touche ou que je continue dans ce chemin-là, je suis face à ces arguments de finalement, on ne comprend pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce que ça va apporter à monsieur et madame tout le monde qui va mettre 15, 20 ou 30 euros dans un billet et qui vont venir te voir? Quand tu achètes un spectacle de magie, c'est clair, tu vas avoir de la magie. Quand tu achètes un billet pour un spectacle d'humour, tu vas avoir quelqu'un qui va te faire rire. Quand tu vas acheter un billet pour un artiste que tu aimes bien, qui chante, tu vas avoir un concert. Aujourd'hui, nous, on propose un format qui est différent. C'est aller voir un spectacle qui va t'aider à te transformer et à dépasser des freins, des limites, des peurs que tu peux avoir dans ta vie. Comme ça n'existe pas, le commun des mortels, des producteurs et des diffuseurs, n'arrive pas à passer le pas. Mais c'est un peu peut-être dans la même catégorie aussi que l'hypnose, etc. Où aujourd'hui, ça se démocratise, mais alors c'est ça. Il y a un petit moment, on ne voyait pas du tout de spectacle d'hypnose, ouais, c'est ça. Même si je ne suis pas non plus dans cette catégorie, ça se rapproche. C'est peut-être la catégorie la plus proche de ce que je fais aujourd'hui. Mesmer a ouvert la voie, effectivement, avec différents spectacles. Pareil, au début, personne n'y croyait. Puis finalement, il a rendu ça très spectaculaire, beaucoup moins corporate. Aujourd'hui, il remplit des salles de 3, 4, 5 000 personnes. Aujourd'hui, Mesmer, il fait des zéniths. Sauf que nous, ce qu'on propose, c'est qu'au-delà que ce soit spectaculaire, les gens repartent avec des choses concrètes de « Ok, demain, je vais changer ça dans ma vie, réellement ». Et au lieu de s'inscrire sur un séminaire de Tony Robbins ou d'autres, sans citer tous mes confrères, que je respecte pour la plupart, qui durent 2 jours, 3 jours, qui coûtent entre 300 euros et 3000 euros le week-end, je propose à monsieur et madame tout le monde de leur faire vivre une expérience de transformation en l'espace de 2 heures. Voilà. C'est notre promesse à nous. Ça peut marcher. C'est notre objectif qu'on fait en entreprise depuis maintenant 10 ans, qui fonctionne concrètement en entreprise. Donc, si ça fonctionne en entreprise, en face de nous, on a des humains. C'est exactement la même chose finalement sur le grand public. Alors, bien entendu, on l'a retravaillé, on l'a redynamisé, on l'a relifté, on l'a relooké pour le grand public. Mais ça va peut-être se faire dans 6 mois, peut-être dans 3 ans. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Mais en tout cas, c'est la conviction que ça va arriver. Je viendrai. J'espère. Tu seras invité d'ailleurs. Bon, avec grand plaisir. Et du coup, c'est vrai que tu m'as parlé de la phase Covid. Pour ton métier, ça devait être terrible, non? Nous, on s'est pris un tsunami. Mais je ne vais pas me plaindre parce que moi, je ne suis pas tombé malade, parce que j'ai perdu personne autour de moi, parce que ça a été une phase aussi violente qu'apprenante, c'est ce que je dis souvent. Moi, en mettant ma vulnérabilité devant tout le monde, ça a été une période très dure pour moi, vraiment, vraiment. Mais à la même hauteur de la difficulté que j'ai vécue, ça m'a permis de encore plus me transcender. On a monté un nouveau programme que je ne pensais pas développer à ce niveau-là pendant le Covid, qui s'appelle Coach My Aventure. Je ne sais pas si tu voudrais en parler tout à l'heure, mais c'est un programme où on accompagne des comités de direction et des COMEX sur des formats d'1, 2 ou 3 jours dans des endroits complètement hors du commun. On les emmène soit dans le désert, soit en pleine montagne. J'avais vu une vidéo, je crois. Ouais. C'est un peu type Koh-Lanta. Ouais, alors pas que un format Koh-Lanta, mais on en a effectivement le format une journée. Ça ressemble à un Koh-Lanta expérience, effectivement. Et puis après, on a un format désert et un format montagne. On l'a développé au début du Covid avec un de mes partenaires qui a une énorme structure, une énorme crédibilité sur l'Europe. Tu as pu faire ça même pendant le Covid ? On l'a fait en milieu de Covid, on a commencé fin 2020, début 2021, parce que c'était des petits groupes et qu'on était en extérieur. Donc c'était autorisé. C'était autorisé, parce que c'était des petits groupes et qu'on était en extérieur et que les gens portaient les masques. Mais quand même, tu as eu quand même cette idée très vite de devoir réorienter ta stratégie pour t'adapter c'est ça. Au moment... Réorienter ma stratégie en gardant ma passion, le sens de ma vie, mon expertise et qui j'étais.
Tu me dis que les échecs, tu ne les connais pas trop. Enfin, pour toi, tu ne les considères pas comme des échecs. J'ai dû travailler là-dessus pendant des années pour arriver à cette conclusion-là. Mais si tu devais quand même, on va dire, sélectionner un ou deux échecs vraiment marquants, que tu considères peut-être au fond de toi comme des échecs, mais que tu as réussi à dépasser le cap, etc. C'était quoi pendant ton expérience entrepreneuriat, je veux dire? Alors, ça m'est arrivé de me planter sur scène. Alors, la première, peut-être. La première, je peux pas citer le nom de l'artiste, mais avant de faire ce métier, quand je te parlais de ma première société que j'avais quand j'ai quitté le salariat, on a monté une boîte d'organisation d'événements. Très rapidement, par rapport aux pays sur lesquels on intervenait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pu produire des gens très connus. Et je me rappelle d'une prestation où j'ai fait intervenir un artiste, un artiste international sur un événement privé mais de grande envergure. Et ça s'est tellement mal passé, l'organisation, l'énergie de manière générale, les gens de manière générale, ça s'est tellement mal passé que je me suis dit, mais au final, c'est pas ce métier que je veux faire parce que ça me nourrit pas en fait. Je me suis battu pendant des mois et des mois pour faire ça, pour quelque part être un peu sous les feux de la rampe pour organiser ce type d'événement-là. On l'a fait. Là, j'arrive au bout. Je suis vidé. Je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. On n'a pas de reconnaissance. Finalement, financièrement, ça n'a pas été l'événement le plus incroyable qu'on a pu faire vulgairement en termes de business. Et je me suis pris une claque sur cet événement-là. Je me rappelle encore être assis. Mon associé n'était pas là à ce moment-là dans la salle. Être assis dans la salle tout seul à la fin du spectacle. Être assis dans la salle et me dire ça y est, j'arrête. J'arrête parce que je ne m'y retrouve pas en fait. Je ne m'y retrouve plus sur rien par rapport à tout ça. C'est beau de faire du show-off et de produire des stars ou des gens connus et de faire venir à un instant T des gens incroyables, même en termes de public. Mais si derrière toi, tu n'en ressors pas un épanouissement, du sens, de l'apprentissage, des rencontres intéressantes, de l'authenticité, en tout cas, moi, ça ne me convenait plus. Et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter ce métier. Donc ça, pour moi, quelque part, c'était un échec parce que pendant des mois, voire des années, je m'étais investi pour arriver à ça. Et quand je suis arrivé en haut de la montagne, comme le dit le Dalai Lama, je suis arrivé en haut de la montagne et je me suis dit waouh, mais en fait, je me suis battu pour un truc et je suis arrivé en haut de la montagne et ça me plaît pas du tout en fait. Je m'y reconnais pas, c'est pas dans cet environnement-là que j'ai envie de grandir, que j'ai envie d'évoluer, que j'ai envie de partager ma vie, de partager mon quotidien. Donc peut-être celui-là a été un moment fort, autant douloureux qu'apprenant pour moi. Un deuxième événement difficile dans ma vie d'entrepreneur, peut-être sur mon métier de scène. J'ai fait une scène, pas en tant que conférencier, où je présentais un très gros événement international au Maroc, justement. Et chaque année, je présentais cet événement-là, et chaque année, j'ai essayé de donner une tonalité un peu différente à ma manière de présenter. Et ce jour-là, sur cette édition-là, j'avais décidé de présenter cet événement avec de l'humour, sauf que je m'étais pas assez préparé et j'étais pas encore assez aguerri à l'exercice de l'humour. Même si moi, je suis pas humoriste, mais c'est quelque chose que j'ai dû travailler et que j'ai pas naturellement. Je suis pas humoriste de nature. Oui, donc il fallait quand même travailler des vannes, des chutes. Je les ai travaillées, mais elles n'étaient pas nécessairement assez bien abouties et assez en cohérence avec le public que j'avais en face de moi. Je me suis pris un bide énorme, et pour te la faire courte, à la fin, j'ai eu la salle qui était en silence total, donc il y avait 1600 personnes ce jour-là. Et il y en a un dans la salle qui dit, genre, c'est nul, dégage. Sauf que comme il était le seul à crier ça sur 1600, tout le monde l'a entendu. Et moi, pour essayer de rebondir, parce que pour le coup, en impro je suis plutôt bon, je dis, est-ce que vous avez envie que je quitte la scène? Et là, j'ai les 1600 personnes qui m'ont dit oui. Genre, dégage. Ah oui, donc, tu as dû vivre ça. Je suis sorti. Enfin, j'ai fini ma présentation. Je présentais Gloria Gaynor quand même qui montait sur scène après moi. Je sais pas si tu vois quand même le mythe Gloria Gaynor. Hein. C'était quand même une grande dame. Et le show commence, elle monte sur scène. Moi, je sors de scène. Et là, je me retrouve dans ma loge. Pas dépité, mais j'ai mis... Enfin, si, complètement dépité. Et j'ai mis quelque chose comme toute une soirée, plus toute une nuit à m'en remettre. Parce que ça portait atteinte
au sens de ma vie, à toutes ces années passées sur scène, à mon expérience, à mon image, à mon ego, à ma crédibilité, à plein de choses. Et c'est un moment que j'oublierai jamais. Mais en même temps, c'était un moment fantastique parce que moi qui ai la chance d'échanger avec des artistes aussi très connus, ben on s'est tous tapé des bides. Bah Tous. oui. Même les plus connus. Des moments où tu es moins bon, des moments où tu dois faire mouche, tu fais pas du tout mouche, des moments où tu dois être bon et le public te voit comme mauvais. Ça fait partie de cette magie-là parce qu'on reste des êtres humains avant tout. Bon, bah merci d'avoir partagé ça avec nous. Là, on va essayer de passer un petit peu à la partie stratégie, succès, conseils, leçons. Quels sont les conseils que tu donnerais à ceux, justement, qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat? La première chose, je pense que la base de la base, la racine pour moi, elle est dans l'instinct. Si la personne elle a l'instinct de vouloir se lancer dans un projet, quel qu'il soit, si elle a l'instinct et ce qu'on appelle nous dans notre métier l'appel qu'on a à l'intérieur de soi, de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être le propre maître à bord, d'être seul sur sa barque pour mener sa barque où elle le souhaite, pour moi, c'est la meilleure solution. C'est le meilleur phare. C'est la meilleure. C'est la clé la plus forte. C'est si ton instinct te dit, pas une fois, mais ton appel, il est arrivé 5 fois, 10 fois, 15 fois, peut-être en une année, mais peut-être sur 10 ans aussi, de te lancer dans ton propre projet, c'est qu'en fait, il n'y a pas de doute. Et ça, la société, la famille, notre entourage, souvent, par peur, par crainte, nous limite à tout ça. Mais non, t'es pas assez beau, mais non, t'es pas assez fort, mais non, t'as pas assez d'expérience, mais non, t'as pas assez d'argent, mais non, le marché il est pas assez mature, mais non, il y a le Covid, mais non, il y a la guerre en Ukraine, mais non, il y a ci, il y a ça, il y a les chômages, il y a le truc, il y a les gilets jaunes. Les gens ont en permanence besoin de se rassurer en essayant de limiter des gens innovants, des gens qui ont de l'ambition, des gens qui veulent sortir du lot, qui veulent sortir des codes. Donc mon premier grand conseil demain à des entrepreneurs, ou même des entrepreneurs aguerris déjà qui souhaitent encore développer leur business, développer leur projet, c'est écoutez votre instinct. Écoutez vos envies de ce que vous voulez vraiment, de là où vous voulez vraiment aller. Et si vous savez pourquoi est-ce que vous voulez le faire, que vous en avez la conviction profonde, quitte à devoir faire des sacrifices sur votre qualité de vie pendant une période ponctuelle ou donnée, quitte à faire des sacrifices sur du temps ou de l'énergie, si vous savez que vous êtes dans la bonne direction, ne laissez personne ne se mettre en travers de votre chemin, parce que finalement, c'est la raison pour laquelle vous vivez. Et ça n'a pas de prix. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux de se réveiller dans 10 ou dans 20 ans et de se dire De regretter finalement. oh là là, mais je suis passé à côté de ma vie. À 30 ou 40 ans, j'aurais eu la possibilité, la niaque, l'énergie, l'envie de le faire. Et puis les peurs, mes proches, ma famille, mes enfants, la société me mettaient des freins et je me suis laissé embarquer par ces freins-là. Ne laissez jamais personne ne mettre un frein à vos rêves parce qu'un jour, un jour ou l'autre, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous allez vous réveiller un matin et vous allez vous dire je ne l'ai pas fait, maintenant c'est trop tard. Donc ça, c'est la première chose. Ne pas avoir des regrets. Donc. Ne pas avoir des regrets. Parce que aujourd'hui, on a de la data, hein, on a des études qui montrent que parmi les regrets les plus importants pour les personnes qui sont sur leur lit de mort, au-delà de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs proches, avoir passé trop de temps au travail, c'est le fait de ne pas avoir vécu leurs rêves ou leurs passions ou leurs envies. On peut mettre n'importe quel mot dessus, ça veut dire la même chose pour moi. Avoir un rêve, avoir une passion, avoir une envie, c'est pour moi la même chose. Et quelle tristesse, quel regret on peut avoir d'être passé à côté de sa propre vie, quelle que soit la chose finalement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pousse les gens à être les plus forts, les plus beaux ou les plus intelligents. De loin pas. Moi, ce qui m'importe dans le fait d'aider les gens, c'est de trouver le sens de leur vie. C'est qu'ils aillent vers finalement leur ikigai, ce pourquoi ils sont faits.
Si la personne me dit, moi, mon rêve, c'est d'habiter dans la Creuse, sans mettre aucun jugement sur les gens de la Creuse, hein, mais d'habiter dans un endroit perdu, quel que soit l'endroit qu'ils choisissent. D'être quelque part dans un endroit avec beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, et finalement vivre de choses très rudimentaires, très simples. Mais c'est extraordinaire. Et je vais pousser la personne, ou je vais aider la personne à lui donner les outils ou les stratégies qu'il faut pour qu'elle puisse y arriver. Alors que souvent la vie ou la société ou la famille nous met beaucoup trop de contraintes pour finalement ne pas arriver à ce qu'on doit devenir ou ce pourquoi on est fait finalement. On le voit dans l'éducation aujourd'hui. 90% des gens poussent leurs propres enfants à faire des longues études, à devenir docteur ou ingénieur ou avocat ou travailler dans des grandes entreprises, etc. Alors qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est difficile et c'est compliqué de le faire et qu'il y a un élu pour 350 000 appelés. Alors que la personne, peut-être qu'elle aurait pu briller dans de la peinture, du dessin, des métiers plus artistiques ou des métiers décalés. Parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et aujourd'hui, quand j'écoute les jeunes, moi, c'est la priorité numéro 1, c'est ça. Ah oui, ça c'est sympa, mais ça ne gagne pas assez. Ah oui, ça c'est sympa, mais c'est compliqué finalement d'y arriver et d'avoir un salaire décent. Trouve un métier qui te passionne, trouve une activité qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Et c'est ça finalement vers quoi on doit pousser la société. On doit pousser les jeunes, on doit pousser la nouvelle génération à les aider à déterminer ce pourquoi ils sont faits. Quand vous allez dans les pays scandinaves, comme la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, etc., qui sont pour moi la référence mondiale en termes d'éducation, quand les enfants rentrent dans l'équivalent de l'école primaire, de ce que nous on estime l'école primaire, donc le CP en France par exemple, la première chose qu'on leur dit, c'est nous, tout votre cursus scolaire ou universitaire, on va vous aider à trouver une seule chose, ce pourquoi vous êtes fait. C'est la seule mission qu'on a, c'est de vous guider vers ce pourquoi vous êtes fait. Parce que pour nous, on estime que tous les métiers et toutes les professions sont au même niveau. Le ministre, par exemple, en Finlande, en Suède ou au Danemark, il prend le métro comme monsieur, même tout le monde. Comme le boucher, le dentiste, le charcutier, la personne qui travaille à la mairie ou le conférencier ou le producteur de télévision. Tout le monde est au même niveau. Et ça rend finalement des populations plus heureuses, plus engagées, plus épanouies, avec un taux de délinquance plus bas, un taux de chômage plus bas. Voilà, après, ça a un impact beaucoup plus macro finalement. C'est clair, après c'est vrai que c'est tout le système scolaire aussi, aujourd'hui tel qu'il est fait, qu'il faut peut-être revoir un peu en profondeur pour justement trouver ce qui peut plaire à la personne ou à quoi vraiment est destinée la personne. On a les conseillers d'orientation, mais qui très souvent, on peut le dire, désorientent plutôt qu'orientent. Donc c'est... Même si maintenant, il y a quand même, je pense, un gros travail qui est fait pour pousser les personnes aussi sur autre chose que forcément aller faire médecine ou aller faire ingénieur ou autre, mais plutôt leur faire découvrir d'autres choses. Alors, on est encore loin de ce qu'on pourrait faire. Alors qu'on a quand même des exemples dans les pays voisins qui ont pour moi une voire deux générations d'avance, clairement. Si on prend par exemple l'Allemagne, l'Allemagne, les élèves, qui est aujourd'hui un des meilleurs élèves européens, si on prend l'Allemagne sur différents points, notamment au niveau économique, les élèves en Allemagne, depuis maintenant des années, ils n'ont pas école l'après-midi. L'école telle que toi et moi on le conçoit. Les élèves en Allemagne, ils ont des cours théoriques le matin et l'après-midi, ils font que des activités artistiques, culturelles, sportives. Ils n'ont aucun apprentissage théorique l'après-midi. Et pourtant, c'est quasiment les premiers de la classe au niveau européen. Incroyable. Si je prends les premiers de la classe au niveau mondial, ça reste les pays scandinaves où on est sur ce qu'on appelle des pédagogies alternatives,
où là, on travaille avec un système différent qui n'a pas nécessairement toujours des notes, des méthodes d'apprentissage qui sont différentes. Il y a plein de méthodes alternatives qui existent et qui sont très connues aujourd'hui. La plus connue, c'est Montessori, par exemple. Il y en a plein d'autres, mais le système Montessori est un système qui aujourd'hui a fait ses preuves, qui est pas nécessairement unique et le meilleur dans tout, mais qui en tout cas amène l'enfant à réfléchir d'une manière différente, à travailler, à penser projet, à penser individu, à penser soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas dans une école en France ou dans un système classique, est-ce qu'on te parle de confiance ? Est-ce qu'on te parle de persévérance, de détermination, d'engagement, de détermination ? Jamais. À part un petit peu en philosophie quand tu arrives au lycée, mais sinon, est-ce qu'on te parle de ça ? Jamais. Est-ce que ce n'est pas les qualités, les compétences qu'on doit développer chez les enfants de demain ? Les enfants de demain, la connaissance, on s'en fout de la connaissance. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, demain, tu veux savoir comment monter une bicyclette ou un vélo. En 2 heures, un enfant, il sait comment monter un vélo. Ce que nous, on n'avait pas quand on était jeunes. Par contre, les qualités que doit avoir l'enfant pour travailler en groupe, pour s'adapter, pour avoir plus de résilience, pour avoir confiance en lui-même, pour être déterminé, persévérant dans un projet, ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, il faut l'apprendre dans la vraie vie, avec ta famille, avec des activités extrascolaires, etc. Mais il y a des pays où on te l'apprend à l'école, dans les projets. Oui, c'est sûr que c'est mieux quand c'est comme ça. Après, tu as aussi d'autres modèles, type les modèles un peu asiatiques ou chinois, où justement l'école, c'est un autre environnement encore, où c'est de l'apprentissage vraiment à la dure, enfin à la dure. Ouais, avec beaucoup d'excellence et de performance. Pour nous, c'est à la dure, bien sûr. Mais eux, ils sont dans un autre délire encore. C'est ça. Ce que moi, je ne prône pas du tout. Ce modèle-là, le modèle entre guillemets asiatique, chinois notamment, ou coréen, qui est dans l'élitisme, dans la performance, où il y a un taux de suicide extrêmement élevé, notamment chez les bacheliers. Il y a beaucoup d'élèves, s'ils n'ont pas un 17, 18 ou 19 de moyenne, ils peuvent mettre fin à leur jour uniquement pour des résultats scolaires, où là, on est à l'inverse d'un système de pédagogie alternative où on va prôner d'abord l'épanouissement, le développement personnel, etc., qui pour moi est l'avenir. Après, ça reste que ma conviction et ça reste que la mienne, et moi, j'en ai la certitude absolue, mais je pourrais en débattre peut-être sur une autre émission. Mais... Avec grand plaisir. Écoute, merci. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. On a une petite habitude qu'on fait dans cette émission, c'est de demander à nos invités de nous proposer, ou en tout cas de donner quelques livres, podcasts ou autres qui t'ont inspiré ou que tu lis en ce moment. Alors, j'en ai beaucoup, mais alors en livre, moi, un livre qui m'a marqué, allez, je vais en donner 2 qui pour moi ont été une révélation pour moi. Le premier, c'est Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson, qui est la version française de Who Moved My Cheese, qui a été un best-seller au niveau mondial. Des gens comme Robert De Niro, Michael Jordan ou Barack Obama avaient ce livre sur leur chevet pendant des années et des années. Trouver le sens de sa vie de Viktor Frankl, qui est quand même très 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 puissant dans la dynamique de trouver du sens à sa vie et comment est-ce qu'on y arrive. En podcast, ou en tout cas en personne très inspirante aujourd'hui sur le net que je suis et qui me parle énormément, je dirais Cédric Michel, le Canadien qui est lui positionné sur de la méditation et de la respiration guidée. C'est un homme extraordinaire, d'une profondeur et d'une puissance absolument incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre ? Un film, À la poursuite du bonheur, peut-être avec Will Smith, qui a été un film qui m'a beaucoup inspiré et qui, à chaque fois qu'on le regarde, on en a une lecture différente en fonction du moment de sa vie et des difficultés qu'on dans sa vie. Un exemple de résilience, de passion, de détermination absolument incroyable. Visuellement aussi, en termes de film, même si c'est plutôt une série qu'un film, peut-être par rapport à ma passion du dépassement de soi et de l'alpinisme, peut-être le 14 fois 8000 de ce Népalais qui a dépassé toutes les limites du possible au niveau mondial,
Ce Népalais qui a fait l'ascension des 14 plus au sommet du 1000 mètres en l'espace de 6 mois, alors qu'il y a un autre homme dans l'histoire qui l'a fait. Il a mis 20 ans pour le faire et ça date d'il y a 25 ans en arrière. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut beaucoup inspirer les entrepreneurs. Et il y a un pont évident entre les deux. Un pont logique parce que finalement, 14 sommets de plus de 8000, est-ce que ce ne serait pas finalement 14 étapes, 14 projets qu'on peut avoir dans sa propre entreprise pour se développer, 14 recrutements qu'on fait pour à chaque fois monter son entreprise à un step différent, 14 échecs qui finalement nous font grandir, 14 succès qui nous amènent à une liberté, une autonomie, etc. Bref, tout ce que je viens de vous partager finalement va pouvoir vous apporter beaucoup de sens et beaucoup de matière dans votre développement, c'est certain. Parfait, merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences et ton aventure entrepreneuriale qui se poursuit. Et je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis jusque-là. Et je vous invite bien sûr à nous suivre, à nous ajouter dans vos favoris, dans vos médias favoris, à nous donner de la force pour poursuivre le développement de ce nouveau média qui est vraiment dédié à l'entrepreneuriat, à la découverte aussi on va dire, d'expériences et d'univers et de secteurs d'activité différents. C'est l'objectif de B9 TV. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure que nous vivons aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup.